bonsoir à tous et à toutes. Avant d'ouvrir ce conseil, peut-être Valérie, vous voyez sur le table, je dirais des gobelets. Valérie, si tu veux préciser. Alors, bonsoir à tous. Donc, ces petits gobelets, c'est une des réalisations des CMJ de cette année. Ils avaient souhaité faire des objets souvenirs avec des photos du Ferney ancien. Donc, on a pu rencontrer l'association Ferney en mémoire qui nous a présenté pas mal de photos. Ils ont fait une sélection. Après, ils ont fait un choix. Le choix s'est arrêté sur cette photo. Et nous avons décidé comme objet de réaliser des éco-cups que vous avez ce soir et que, si ça ne vous dérange pas, on boira dedans à partir de maintenant. Non, on ne peut pas l'emmener. C'est fait pour boire. Laissez-le. Hein. Oui, vous le laisserez, on remettra. Non, vous l'emmenez. Bon, on verra après, mais non. Très bien. Merci. Très bien. Avant d'ouvrir ce conseil, je voulais vous présenter deux personnes. Mounia Touguet, qui va, je dirais, œuvrer pour nous auprès du directeur général des services. Alors bienvenue à Mounia, qui a pris ses fonctions depuis quelques semaines. Et Emmanuel Vianès, qui est désormais mon directeur de cabinet. Très bien. On ouvre formellement ce conseil et par la désignation d'un secrétaire de séance. Mathieu Clavel, pas de candidat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Je vais donner lecture des procurations. Madame Sabara à Madame Mouni, Madame Mériot à Madame Combe, Madame Lisatchek à Monsieur Mélan, Madame Haller à Monsieur Lee, Monsieur Kessler à Madame Saki à Senheim, Monsieur Grattaroli à Monsieur Alliot et Monsieur Coulon à Monsieur Clavel. On va passer au point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. Y a-t-il des remarques? Madame Saki. Oui, alors moi je voulais revenir sur les remarques qu'avait faites Jean-Luc Hassler au sujet de la transmission de cette invitation de l'évêque au pèlerinage. C'est juste que je trouve que la manière dont a été retranscrite ces remarques, on ne comprend pas bien le fond de son intervention. Donc, tout d'abord, la lettre qu'il a faite passer de l'Observatoire de la laïcité condamne clairement la pratique et le fait que ce soit votre secrétaire qui l'a envoyé. Non, mais on ne le voit pas, du coup, dans la manière dont est formulé le compte-rendu. Donc, je voulais juste demander à ce qu'il y ait ce changement-là par rapport à l'Observatoire de la laïcité. Et aussi, par rapport à la loi Fallou, qu'il a fait suivre, juste pour rappeler, voilà, que vous aviez prétendu, non mais vous aviez prétendu être le défenseur de la loi Fallou, et voilà, et juste que Monsieur Kessler voulait rappeler que la loi Fallou stipulait que les écoles étaient sous contrôle de l'État, c'est tout, de l'Église, pardon. C'est fait, vous avez fait des remarques. Elles seront intégrées, comme vous le souhaitez, dans le PV. Vous voulez faire, je dirais, comme à votre habitude, quelque chose de rien. Je le note, mais on a bien intégré. Je ne suis pas là pour rentrer en polémique. La polémique, c'est vous qui la créée. Je répète que c'est une erreur d'une secrétaire qui est mise en exergue par vos soins. Pas de commentaire. Ça sera fait. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques? Pas de remarques. Monsieur, il y a une remarque? Oui, je tiens juste à dire une chose relativement à la loi Fallou, c'est qu'elle a été défendue justement par les partisans de la laïcité, c'est la première chose, précisément parce qu'elle limitait le financement des écoles privées par l'État à hauteur de 10%. Ça, c'est la première chose. Donc, elle a été défendue à la fin du XXe siècle par des militants de la laïcité, et d'autre part que la loi de 1905 qu'invoquait Jean-Loup ne fait en aucun cas état de la laïcité.
Elle porte séparation de l'Église et de l'État. Elle a été combattue justement par les militants de la laïcité dans l'exacte mesure où elle accordait les lieux de culte, les lieux cultuels, à des associations sous le contrôle du Vatican, ce que contestaient absolument les partisans de la laïcité. Donc la loi Fallou a pu être invoquée par les partisans de la laïcité à un certain moment. Voilà. Si, absolument. Très bien. Donc, je rappelle, on va approuver ce procès-verbal avec les modifications demandées par Mme Saki, au nom de M. Kessler. Y a-t-il des oppositions? Si, c'est bien ça. C'est que c'est moi, à la lecture du compte-rendu... Donc c'est vous qui demandez cette modification? C'est moi qui demande ces modifications. Très bien. On passe à l'approbation de ce PV. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tao, je vous remercie. On passe au point numéro 3, Pierre-Marie Philippe, sur le personnel communal. Ce point porte sur l'actualisation du tableau des effectifs par la création d'un poste de responsable du service social, logement, politique de la ville et la suppression d'un emploi de chargé de mission politique de la ville. Je vous informe donc qu'à la suite du départ de la chargée de mission politique de la ville, qui part à la communauté de communes, en fait, pour gérer la politique de la ville via la communauté de communes, une réflexion a été engagée pour redéfinir les missions de service social, logement et politique de la ville. Il apparaît qu'une relation plus étroite entre les différentes activités du service permettra un fonctionnement encore meilleur et une plus grande continuité de service. Il vous est donc proposé de remplacer le poste de chargé de mission politique de la ville par un poste de responsable du service social, logement et politique de la ville. Ce remplacement entraîne une redéfinition également du poste actuellement occupé au service social et logement qui devient un poste d'animateur du service avec un profil s'apparentant à celui d'un travailleur social. Le recrutement en cours sur ce dernier poste pourrait entraîner la création ultérieure d'un emploi sur un nouveau grade si le grade actuel ne correspondait pas au ou à la candidate retenue. Il vous est rappelé que sur la base de l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Il est donc envisagé de recruter un attaché territorial contractuel pour une durée maximale de 3 années, renouvelable par reconduction express. Pour les missions, il s'agira de piloter, animer et suivre les projets de la commune à caractère social, assurer le suivi du SNE, donc le système national d'enregistrement des demandes de logement social, donc un système qui est en balbutiement et pour lequel on a de nombreux échanges avec la DDC et la communauté de communes, de piloter, d'animer et d'évaluer le contrat de ville, donc qui court jusqu'à 2020, assurer le suivi budgétaire des crédits spécifiques de la politique de la ville, les financements de droit commun, suivi des actions du Conseil citoyen, médiation auprès des habitants. En 4, de coordonner le fonctionnement et les activités du service social, logement et politique de la ville, en assurant notamment l'encadrement du personnel, agents administratifs et services civiques. À ce jour, nous avons 2 services civiques qui travaillent à la mairie. Soutenir et coordonner la mise en œuvre du projet de centre social. Et je pourrais rajouter en 6e point, représenter à diverses occasions la mairie, donc notre commune, auprès de la DCS et la CCPG, lors de nombreuses réunions, c'est entre 3 et 4 réunions par mois actuellement. Il arrive que j'aille aux réunions, il arrive que cette personne puisse nous représenter ou il arrive que j'aille à sa place. Compte tenu de ces éléments, il est demandé aux membres du conseil municipal d'actualiser le tableau des emplois en créant, à compter du 6 juin 2016, un emploi à temps complet de contractuel responsable du service social, logement et politique de la ville, qui sera occupé par un agent de catégorie A, recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable par reconduction express. De supprimer à la même date l'emploi à temps complet de chargé de la politique de la ville, et enfin d'autoriser le maire ou un adjoint délégué à signer tous les documents qui s'y rapportent. Merci Pierre-Marie. Y a-t-il des questions? Madame Saki. Non, moi c'est juste par rapport à cette requalification de poste et au budget politique de la ville. Savoir est-ce qu'il y a eu un réajustement de fait ou voilà, comment est-ce que tout cela s'articule? Alors les redéfinitions de poste et les frais de personnes ne sont pas compris dans les budgets de politique de la ville, donc c'est entièrement à nos frais. Monsieur Tao.
parler dans le micro? Je disais juste, c'est un nouveau poste qui est créé en plus de Laurent Coppola pour le seconder ou... Non, c'est pas en plus de Laurent Coppola. Laurent Coppola, lui, gère le social, le scolaire et l'accueil. Là, c'est spécifique au service social logement. Peut-être pour compléter, il n'y a pas de nouveau poste, c'est-à-dire que c'est une évolution d'un poste. Oui, voilà. Le nombre d'agents reste le même, sauf qu'il y a un poste qui évolue. D'autres questions, Madame Franquet? Oui, dans ces fonctions, il y a le soutenir et coordonner la mise en œuvre du projet de centre social. Donc, je voulais savoir où en était le projet et si, nous, on avait prévu une surface assez importante dans les nouveaux immeubles du Levant. Est-ce que c'est la partie nord du Levant? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors oui, le projet n'a pas du tout changé. Depuis un an, on essaie de voir avec ténacité pour un petit peu booster le rythme de la redonne du quartier. Cet hiver, on va procéder à la démolition donc, des 2 immeubles Levant Sud. On aimerait bien pouvoir gagner 1 an peut-être ou 2 ans sur l'ensemble du projet, mais ça sera compliqué. Donc le centre social, si on reste dans ce rythme-là, c'est pas avant 2020. Ouais, c'est long. Mais ça reste bien sûr d'actualité. L'annonce qui a été faite pour la démolition, je complète, normalement c'est septembre. Nous, on aurait souhaité que ce soit plus tôt, mais pour la démolition du Levant Sud, des 2 derniers bâtiments. Madame Franquet. En attendant ces nouveaux bâtiments, est-ce qu'il n'est pas prévu de créer un centre social dans un local provisoire? Alors, au niveau de la réflexion du centre social, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est en train d'évaluer des missions, notamment envers l'association qui était choisie pour être porteuse du centre social. Donc là, on va mettre un espèce de coaching en place avec l'accord de l'association. Et on va aussi avoir des rendez-vous et puis des discussions avec le centre social de Gex, les libellules qui fonctionnent très bien. Et eux, ils sont d'accord de nous conseiller, de nous aiguiller et de nous aider à définir nos besoins et éventuellement de pouvoir peut-être s'impliquer dans un futur centre social à Ferney. Donc on en est là. C'est vrai qu'on court un petit peu après un lieu. Sans lieu, ça sera difficile parce qu'il faut quand même des surfaces assez importantes pour exercer ça. D'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. M. Clavel et M. Coulon. Très bien. On passe au point 4. C'est une convention d'occupation précaire de l'orangerie ou du château de Voltaire. M. Paillard. Merci Daniel. Vous savez que dans le cadre de la saison culturelle 2016, plusieurs manifestations, 3 au total, sont prévues dans l'orangerie du château de Voltaire. Il est nécessaire d'établir un cadre juridique pour associer le Centre des monuments nationaux à la municipalité de Ferney-Voltaire en vue d'une occupation précaire des lieux. Cette occupation précaire obéit à 2 conditions. D'une part, les manifestations culturelles ne doivent pas être bénéficiaires, mais gratis pro deo. Et d'autre part, il faut évidemment que la municipalité de Ferney-Voltaire produise un certificat d'assurance. Alors, il s'agit en fait de renouveler la convention de gestion de monuments en date du 21 mai 2015 et du cahier des charges relatif à l'organisation de telles manifestations. Cette convention, donc, prévoit la mise à disposition gracieuse des lieux et le Centre des monuments nationaux est demandeur puisque le château ne rouvrira que le 28 juin 2018 et dans l'attente, nous pouvons toujours profiter du parc et de l'orangerie. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le principe de convention d'occupation précaire de l'orangerie à l'occasion de la saison culturelle 2016, uniquement 2016, et d'autre part d'autoriser le maire ou un adjoint délégué à entreprendre les démarches nécessaires à la conclusion de la dite convention et à signer tout document s'y rapportant. Merci Christophe. Y a-t-il des questions? Madame Franquet. Oui, on se réjouit que la collaboration entre le château et la commune continue pour la mise à disposition de locaux. Mais on a entendu hier le président du Centre des monuments nationaux
exposer sa vue des choses. Donc il a bien défini 4 objectifs pour les monuments nationaux à Ferney. Donc d'une part restaurer le bâtiment, ensuite un objectif culturel autour de la personne de Voltaire. Avec il voudrait qu'on pense à l'échelle européenne et plus seulement à l'échelle de Ferney. Le troisième objectif, c'était le développement touristique, et le quatrième, la promotion des valeurs de tolérance, de liberté de pensée et de liberté religieuse. Ensuite, vous avez présenté les travaux prévus par la commune pour aménager les accès au château. Donc, au-delà du prêt de locaux et des travaux de voirie, de parking, on aimerait savoir comment la commune compte s'inscrire dans cette politique ambitieuse des monuments nationaux. Comment est-ce qu'elle compte accompagner les monuments nationaux dans ces objectifs présentés par le président des monuments nationaux hier? Oui, hier, nous étions nombreux à cette présentation des travaux. Moi, je tiens aussi à remercier M. Verger par rapport au travail qui est fait, M. François Chatillon qui nous a présenté les travaux, ceux qui ont eu la chance de visiter le château et de voir les ouvertures de fenêtres et un certain nombre de choses. Là, c'est un problème technique, mais grâce à ce travail, je dirais, d'artisan, on aura dans d'ici 2018, un château revu, et je me réjouis pour Ferney et la région. Après, il y avait 4 thèmes. Je les rejoins sur ces 4 thèmes. La volonté des monuments historiques, c'est de faire venir à nous Genève et son office de tourisme. J'ai rappelé aussi que la compétence touristique montait à la petite commune. Pour autant, on sera assez vigilant dans les travaux qui seront effectués par celle-ci. D'un point de vue technique, Ferney-Voltaire fait un réel effort sur l'aménagement du château et de ses abords par un travail qui a été élaboré depuis longtemps. On essaye de mettre en musique par une DUP. On sait très bien qu'une déclaration d'utilité publique, c'est toujours difficile. On va arriver à l'enquête publique dans quelques temps. On a essayé de se rapprocher des propriétaires. Je le souhaite encore pour éviter ce type de combat. Mais j'ai encore rencontré Monsieur le Préfet, je le rencontre encore demain. L'architecte des bâtiments de France était relativement sévère vis-à-vis de cet aménagement. Je pense qu'elle va être un peu plus souple au vu des espoirs qui sont donnés par les monuments historiques sur la fréquentation du château. Il parle de plus de 50 000 visiteurs annuels. C'est un peu ce qui se fait à Langres. Hein. Donc il faut qu'on puisse accueillir dignement et en toute sécurité ces visiteurs. Alors c'est vrai que le parking c'est un des éléments, mais la ville aussi doit se mettre en ordre de bataille. J'ai eu une remarque hier sur la visite de la ville, sur qu'est-ce qui restait de Voltaire dans Ferney-Voltaire, qu'est-ce qu'on a mené en termes de visite. Et là aussi, il y aura un travail à revoir avec notre office de tourisme. Au-delà des idées de Voltaire, c'est bien entendu un travail gigantesque, et on voit dans le monde actuel combien ces idées sur la tolérance, ou parfois sur l'intolérance. Le 1er juillet, on a je ne dis pas fêté, on a souligné la triste fin du Chevalier de la Barre et le combat de Voltaire sur le blasphème. Tout ça, tous ces mots, tous ces lieux sont à privilégier. Et je dirais, Ferney-Voltaire, on va organiser dans peu de temps, je pense au mois d'octobre, une conférence sur la laïcité et les religions. Là aussi, Ferney-Voltaire montre ses capacités à amener un événement national à Ferney, où cet événement débutera par Ferney-Voltaire. Donc on voit qu'on s'inscrit dans tout ce qu'on peut pour porter les idées de tolérance qui nous amènent tous autour de Voltaire et par les idées de Voltaire. Voilà un peu tout ça, mais je dirais Ferney ne peut pas tout faire. Elle s'inscrit dans un collectif qui est communautaire.
La saison Voltaire, c'est une chose. On voit toutes les difficultés qu'on a et le peu d'argent qui est mis autour de la saison Voltaire par la communauté de communes. Là aussi, c'est un vrai combat. Je souhaite qu'il y ait des améliorations. On le porte aussi par le soutien aux associations. Et là aussi, on n'a pas lésiné, on n'a pas perdu. Je dirais, aucune association là-dedans ne voit baisser ses subventions quand elle présente un projet qui correspond à des vraies choses dans l'intérêt, je dirais, général. Voilà un peu tout ça. Je peux vous répondre en vrac, mais d'un côté, il y a ce qui est le monument, tout ce qui entoure le monument, et puis après, il y a les idées de Voltaire, et les idées de Voltaire, elles sont mondiales. Et dans le monde actuel, elles sont nécessaires. Madame Franquet. Oui, dans ce sens-là, on pourrait regretter que lors de la fête à Voltaire, il y a eu très peu de Voltaire. Et j'avais une question encore sur l'atelier Lambert. Quels sont vos projets sur l'atelier Lambert? Alors pour l'instant, on est comme vous l'avez mis hors d'eau, hors d'air. Il est clair qu'on ne pourra pas le laisser dans l'état si on aménage un certain nombre de travaux. Alors il y a plein de possibilités. Alors c'est vrai que les monuments nationaux aimeraient bien qu'on leur donne. Oui, pourquoi pas. Il y a des idées de la côté de commune. C'est une très bonne idée. Oui, pourquoi pas. Il y a d'autres idées aussi qui peuvent être soumises à notre conseil. Pour l'instant, regardons un peu ce qu'on fait autour de Ferney-Voltaire et dans l'entrée de Ferney. On n'en a pas parlé hier, mais il y a aussi le projet BHNS qui va impacter toute l'entrée de la ville avec des feux, avec un certain nombre de choses. Je suis conscient de ça, j'en ai parlé à monsieur le préfet et à la côté de commune. Un aménagement de ce type ne doit pas péjorer ou, je dirais, enlaidir l'entrée de ville, qui est merveilleuse. Là aussi, comment on protège Saint-Vincent, ce sont des vraies questions autour du château et de l'entrée de la ville. Donc, l'atelier Lambert en fait partie, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui va se passer autour de la ferme. Hier, on a parlé avec monsieur Bellaval de la vigne. Si on replante de la vigne, ce qui se fait, si vous allez à Coppet ou dans tous les châteaux suisses, les vignes touchent les châteaux et c'est très beau. Comment ça sera fait? Alors certains imaginent de la vigne autour des arbres, mais la vigne, ça ne pousse pas à côté des arbres. La vigne a besoin de soleil, donc c'est un vrai travail d'aménagement qui sera fait autour de cette vigne si elle arrive. Et nous, on souhaite, il y a un jeune qui souhaite continuer le travail de la vigne à Ferney-Voltaire, on l'aidera aussi dans ces cas-là. Mais il y a des mécènes qui sont prêts à l'aider aussi pour planter de la vigne. Donc on voit que c'est global en termes d'aménagement. Mais le château arrive en 2018 et je vais m'efforcer, et avec votre aide, d'être prêt en termes d'aménagement. En tout cas, pour pouvoir, je dirais, requalifier la route R78, qui sera le début des travaux. Sans cette déviation, cette nouvelle déviation, on ne pourra rien faire. Donc ça, c'est ma priorité avec monsieur le préfet, pour essayer de convaincre les familles de nous laisser passer. Sinon, on devra attendre, je dirais, le juge et la DUP. Monsieur Mélan. Oui, j'ai une question relative à la convention qu'on avait signée avec la région. Qu'en est-il? Où on en est? Est-ce qu'elle va être reconduite par la région? Je n'ai pas la réponse, je regarderai puis je vous répondrai. Bon, pour la région, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas d'interlocuteur actuellement. Je viens d'avoir, au niveau des transports, la première rencontre vendredi avec M. Mignola concernant les transports. Mais il a fallu attendre un certain nombre de mois. Donc pour la culture, je pense que peut-être des choses, mais on a des réelles difficultés pour avoir des réponses vis-à-vis de la politique régionale. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Volontiers, merci Daniel. Pour rebondir d'abord sur la première question de Christophe, les ambitions du Centre des monuments nationaux sont par trop limitées. La vocation de Voltaire n'est pas européenne, elle est universelle. Elle ne concerne pas que l'Europe depuis Reykjavik jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais bien d'autres endroits, y compris les États-Unis et la Chine, qu'il adorait. Pour répondre à François Mélan, il est très vrai que nous sommes au niveau de la région en une période de basculement d'exécutif, qu'on nous fait des promesses. Pour l'instant, nous n'avons pas, comme le disait Daniel Raffose, de véritables interlocuteurs et il est très difficile, il va falloir travailler très fort à renouveler ce partenariat, mais dans les faits, ce partenariat
nous a aidé considérablement pour le Festival du Livre, mais pas pour la saison Voltaire, donc pour l'accueil des écrivains. La saison Voltaire n'était pas financée ni abondée par la région. Nous sommes bien d'accord. Alors, pour compléter, pour une réponse à M. Mélan, que ce soit le département ou la région, maintenant, ne finance plus de fonctionnement. Ça, vous le savez. Et là, c'est simplement des projets. Donc, les projets, ils sont aussi étudiés. Et voilà, selon un tamis ou un crible régional, à nous de porter ces projets au plus haut. C'est ce que j'ai essayé de faire au niveau des départements. Et ça a plutôt marché. Pour l'instant, on n'a pas trop perdu sur les projets voltairiens. Mais le système, je vois, Ambronay, par exemple, a perdu 10% de son budget. Et c'est un budget qui est pas loin des 900 000 euros. C'est pas rien pour un festival de ce niveau-là. Et c'est un centre culturel de rencontre. Donc on voit qu'il y a de partout des efforts demandés et j'imagine qu'on ne va pas y échapper. Mais au niveau de la région, je n'ai pas de vraie réponse. D'autres questions, Madame Saki? Vous avez évoqué l'événement Les Assises de la laïcité et c'est vrai que je pense qu'on répond là clairement aux ambitions et aux objectifs définis par le président Bellaval. Est-ce qu'il sera possible justement que ça y ait des moments, des assises qui se passent à l'Orangerie ou est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça va intégralement à l'Orangerie. Oui, donc ça se passera à l'Orangerie, les assises, avec une conférence en plus. Je crois que c'est sur 2 jours, vendredi et samedi. Donc il s'agit du grand spécialiste de la laïcité qui a commis le petit que sais-je sur la laïcité, mais surtout un livre que je vous invite à lire, Les 7 laïcités, qui a défini le concept de seuil de laïcité, et ce sera lui le maître d'œuvre de cette manifestation. Par ailleurs, il faut bien concevoir qu'il y a une séparation administrative et que si M. Bellaval se rapporte opportunément à cette décision, celle-ci n'est pas conduite par le ministère de la Culture, mais bien par la ministre de l'Éducation nationale. Et Ferney-Voltaire devrait être le point de départ des assises nationales de la laïcité qui se tiendront également à Lyon, à Saint-Étienne et dans d'autres communes de France avant de connaître leur point d'orgue à Paris. Voilà. D'une manière symbolique, on démarre par Voltaire. D'autres questions avant de passer au vote? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. On passe au point numéro 5, c'est une demande d'exonération. Valérie Mounier. Alors, demande d'exonération de frais d'inscription au centre de loisirs. Donc, il s'agit en fait d'une demande d'une famille qui souhaite l'exonération pour la somme de 200 € de 2 de ses enfants qui n'ont pas pu intégrer le centre de loisirs pour des raisons de santé. La plus jeune a été hospitalisée en situation d'urgence. Et du coup, ils n'avaient pas de moyens pour récupérer la plus grande le soir. Alors, ils n'ont pas mis les 2 enfants, ce qui représente 200 € pour 5 jours de centre de loisirs. Si nous passons cette demande en conseil municipal, c'est parce que le règlement intérieur stipule que les remboursements n'ont pas lieu d'être. Alors, je vous lis juste le texte du règlement intérieur. Il est rappelé que le règlement intérieur des centres de loisirs adopté par délibération du conseil municipal en date du 7 octobre 2014 précise que les dispositions de son article 3.3, partie consacrée à l'annulation des centres scolaires, des vacances scolaires, dans le cadre des vacances scolaires, les parents réservent en amont des périodes pendant lesquelles ils souhaitent voir accueillir l'enfant. Ce système de réservation permet à la direction des centres de prévoir le personnel d'encadrement conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Toute réservation entraîne automatiquement facturation sans possibilité de remboursement, même en cas de non-présence de l'enfant. Donc, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de remboursement des époux Belleuil-Cohen. Très bien. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Opposition. Je vous remercie. On passe au point numéro 6, c'est des modifications des statuts du syndicat SIEA et c'est désignation de nouveaux délégués.
La parole est à Monsieur Paillard. Merci. Désolé d'utiliser un barbarisme, mais le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain, à savoir le CIA, vient de changer ses statuts et cette modification des statuts prévoit une augmentation des nombres de délégués suppléants, pas les titulaires, les suppléants. Donc, il est donc demandé aux communes de procéder à la désignation de nouveaux délégués suppléants pour répondre à cette demande. Alors, il est rappelé que lors de la séance du 22 avril 2014, le conseil municipal avait procédé aux désignations suivantes, à savoir en qualité de titulaire Alexandre Coulon, Sean G. Lee, Christian Alliot, et un suppléant seulement, Étienne Tekint de Rodenbeck. Mais par ailleurs, il y a un problème, c'est que l'article L 5211 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales introduit une incompatibilité entre les fonctions de délégué d'un syndicat de communes et celles d'employé d'une des communes membres. Et par conséquent, M. Alliot, ici présent, ne peut plus figurer dans ce tableau des titulaires. Alors, il est par conséquent proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver les nouveaux statuts du SIEA, tels qu'annexés à la présente note de synthèse. Deuxièmement, de désigner M. Kint de Rodenbeck comme nouveau délégué titulaire. Troisièmement et enfin, de procéder à la désignation des délégués suppléants pour arriver au nombre conforme à la modification des statuts. Et ces personnes seraient Mme Khadija Unal, Mme Valérie Mouni, Mme Aurélie Léger, M. Mathieu Clavel, M. Charlie Martin et M. Stéphane Grattaroli. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On va passer à une remarque. Bonjour. C'est juste pour indiquer que mon vote sera différent de celui de ma procuration. Très bien. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Monsieur Coulon et Monsieur Rigaud. Je vous remercie. On va passer au point 7, désignation d'un représentant à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes pour le contrôle et entretien des poteaux d'incendie. Hélène. Merci, bonsoir. Il est rappelé la délibération prise par le conseil municipal dans sa séance du 6 juin 2016 approuvant à l'unanimité l'adhésion. Mais il y a... Donc, approuvant à l'unanimité l'adhésion de la commune au groupement de commandes pour le contrôle et l'entretien des poteaux d'incendie. L'article 6 de la convention constitutive du groupement de commandes prévoit que la commission d'appel d'offres, CAO, du groupement est composée d'un représentant de la CAO de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la désignation de son représentant à la commission d'appel d'offres du groupement et de choisir ce représentant parmi les membres du CAO de la commune. D'élire M. Lee Shunji comme représentant à la commission d'appel d'offres au groupement. Merci. Merci Hélène. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est d'accord? Merci. On passe au point nu. Ah, M. Rigaud, je ne vous ai pas vu. C'est une opposition? Une abstention. On passe au point numéro 8. C'est une proposition d'acquisition d'un garage de la copropriété Le Châtelard. C'est M. Ayot. Oui, bonsoir à tous. Donc, la commune a informé de la décision de Madame Maryse Miège d'aliéner un bien lui appartenant cadastré section AE 283 et 628 rue de Mérin à Ferney-Voltaire dans la copropriété Le Châtelard, à savoir un garage, lot numéro 22. Le garage est situé à l'emplacement réservé numéro 68 dont la destination au PLU 2014 est l'élargissement de la ruelle pour le transport en commun. Il a été demandé à la propriétaire, Madame Maryse Miège, si elle était disposée à vendre ce bien à la commune. La collectivité a proposé pour l'acquisition de ce garage la somme de 15 000 €, le maintien de la jouissance du bien lui étant accordé jusqu'à la démolition. Ces conditions ont été acceptées.
Considérant la présente note de synthèse, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition de la commune d'un garage lot numéro 22 de la copropriété de Châtelard, bien appartenant à Madame Maryse Miège, au prix de 15 000 €. De constater que le budget primitif de 2016 comporte des crédits suffisants sous l'article 21.15, immobilisation corporelle, terrain bâti. D'autoriser le maire ou un adjoint délégué à signer les actes correspondants à tout document s'y rapportant. Monsieur Mélan. Oui, d'abord une première remarque, on aurait aimé avoir un plan de situation du bien en question, parce que c'est un garage extérieur, on ne sait pas très bien où il se situe, parce que quand on regarde tout le secteur du Châtelard, on ne voit pas de garage. C'est le long de la rue Condorcet. Je pense que c'est rue Condorcet, oui. Donc avec un petit plan, ça aurait été plus clair. Mea culpa, mais alors je voulais le préciser, c'est rue Condorcet. Donc c'est les garages qui sont dans l'emplacement réservé. Exactement. Donc il y a une vente et on a négocié avec Madame Miège pour justement acquérir ce garage. Au mois de septembre, il y aura 2 autres garages qui vont être cédés dans les mêmes conditions. Donc on est bien à rue Condorcet dans l'emplacement réservé indiqué par le PLU. Voilà. Mais mea culpa, la prochaine fois, il y aura un schéma. D'autres remarques? Passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. On passe à l'attribution des lots de marché de prestations juridiques. Madame Munal. Bonsoir. Les prestations juridiques sont toujours soumises à la procédure de marché public en France, bien que les directives européennes aient autorisé les États membres à les sortir du champ des marchés publics. C'est pourquoi la commune a lancé le 19 février dernier un avis d'appel à la concurrence pour un marché à bon de commande. Ce marché de prestations juridiques, qui comprend conseil juridique et représentation en justice, a été alloti. 3 lots ont été définis. Le premier lot, droit de l'urbanisme et droit de l'aménagement. Le deuxième lot, droit administratif général. Le lot 3, droit privé général et droit pénal. 17 cabinets d'avocats ont répondu. 15 pour le lot 1, 15 pour le lot 2, 7 pour le lot 3, avant le 18 avril 2016, date limite de dépôt des offres, et une offre reçue hors délai n'a pas été ouverte. La commission d'appel d'offres s'est d'abord réunie le 16 juin 2016, réunion où le quorum n'ayant pas été atteint, une seconde valablement le 21 juin 2016. Celle-ci, après analyse en fonction de la valeur technique de l'offre, domaine d'activité, méthodologie, réactivité, moyens matériels et humains, référence, et du tarif indiqué, donc c'est prononcé, et elle propose au conseil municipal de retenir les cabinets suivants. Donc concernant le lot 1, c'est-à-dire droit de l'urbanisme et droit de l'aménagement, le cabinet retenu est l'offre de la CELAS LLC et associés avocats de Lyon. Pour le lot numéro 2, droit administratif général, le cabinet retenu, c'est l'offre de la CELAR avocat légitima de Lyon. Enfin, pour le lot numéro 3, qui concerne le droit privé général et le droit pénal, le cabinet retenu est celui de Landau et associés de Paris. Donc, la commission d'appel d'offres propose d'autoriser le maire à signer tous les documents contractuels correspondants, ce pour une durée de 3 ans renouvelable, une fois pour une année. Très bien, merci Khadija. Monsieur Mélan. On peut savoir pour chacun de ces lots quel était le cabinet d'avocats retenu Alors, la question est forcément intéressante sur le point de vue administratif, mais elle n'entre pas en lieu dans les appels d'offres. Donc, ce n'est pas un critère retenu. Donc, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qui actuellement était sur le lot 1, qui était sur le lot 2. Alors, les lots ont été définis différemment. C'est-à-dire que les lots, cette fois-ci, ont été définis de manière différente par rapport au contrat que nous avions. Donc, il y avait, il me semble, 2 prestataires de services qui, déjà, en tant que cabinet d'avocats, avaient œuvré au sein de la ville, mais les lots ne correspondent pas à ce qui existait par le passé. Ce découpage, en fait, ça a été une décision prise par les services pour avoir des cabinets spécialisés selon certains lots. Parce que, par exemple, concernant le lot droit de l'urbanisme et droit de l'aménagement, là, il ne nous fallait pas de cabinet généraliste, mais vraiment une spécialité. Or, ce n'est qu'une branche du droit administratif général, par exemple.
pour compléter la réponse, donc les deux premiers cabinets, c'était déjà les cabinets qui travaillaient pour nous. Et le troisième, la SARL Landau a remplacé le cabinet Wesberg de Paris. Donc il y a un seul changement, donc c'est sur le droit privé général et le droit pénal. Monsieur Rigaud. Oui, c'est effectivement ce que j'avais noté, ce que j'aurais confirmé. Donc c'est les mêmes pour les deux premiers, c'est Chimkovitz associé, Weisberg qui était le troisième. Mais je voulais remercier en tout cas les services qui avaient préparé un dossier qui était excessivement important, qu'il fallait analyser avec beaucoup d'attention, et regretter en même temps le fait qu'on était obligé de se réunir deux fois, c'est-à-dire que les membres de la commission ne sont pas venus en nombre comme il fallait, pour qu'on puisse faire nos réunions comme il fallait. Khadija. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas réunis, mais c'est vrai aussi que c'est la pratique de la... Enfin, lorsqu'il y a un MAPA, réglementairement, le maire pourrait juste s'entourer de ses services. Et c'est vrai que la pratique dans la ville, sous votre mandature et la nôtre, on a plusieurs solutions. Donc soit le maire, soit une commission ad hoc pour chaque MAPA, soit une commission qui existe déjà, mais là, vu l'objet des différents lots et de l'appel d'offres, on ne pouvait pas le rattacher à une commission, soit c'est l'appel d'offres. Donc c'est vrai, on s'est réunis deux fois. C'est dommageable et c'est dommage. Mais il y a eu, je crois qu'un des membres de cette commission a eu un souci au dernier moment et ça peut arriver. Voilà. Monsieur Rigaud, vous voulez compléter? Peut-être, oui, mais il en manquait encore pas mal d'autres. Donc on s'est retrouvés à chaque fois à 3 personnes. Oui, certes. Voilà. Ok, très bien. On va passer. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques. On va passer. Y a-t-il des oppositions à ce choix? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Et on passe au point 10. C'est les travaux d'extension de l'école matérielle Florian, lot numéro 13. Monsieur Ly. Oui, bonsoir. Donc il est rappelé que le projet d'extension de l'école maternelle Florian consiste en la création de 2 salles de classe, une salle d'évolution, de sanitaire et de locaux de rangement. Le réaménagement de la zone dédiée aux enseignants et ATSEM avec la création d'une liaison entre l'école maternelle et l'école élémentaire. La création d'une salle polyvalente d'environ 300 m². Il est également rappelé que les 16 marchés de travaux ont été attribués le 2 février 2016 par ce conseil municipal pour un montant d'1 923 000 € hors taxes. Le marché du lot numéro 13, appelé carrelage, a été notifié à l'entreprise Sol System pour un montant de 7 285,70 € hors taxes. Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a arrêté le plan de cession de la société Sol System au bénéfice de la société Sol System NS. NS, c'est une nouvelle société, pour info. Avec reprise de la totalité de l'actif de la société, Sol System a effet au 4 juin 2016. En conséquence, un avenant numéro 1 doit être passé autorisant le transfert du marché à la société Sol System NS. Pour information, cet avenant n'a de conséquences ni sur le montant des travaux, ni sur la durée du marché. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition de l'avenant numéro 1 du lot numéro 13, carrelage, avenant de transfert de marché, et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer tout document se rapportant à cet avenant. Merci. Monsieur Mélan. Alors, je n'ai pas de remarque particulière sur cette note de synthèse, simplement une requête. Est-ce qu'il serait possible de visiter le chantier avec les plans pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, parce qu'on voit des ossatures bois dans tous les sens, mais on ne comprend pas très bien comment ça va fonctionner. Alors, je vais demander à M. Ly d'organiser, de vous fournir des plans et puis peut-être d'organiser une visite. Vous avez vu, la structure est impressionnante. J'étais tout à l'heure sous le chantier. L'ossature bois pour la salle dite polyvalente au-dessus est vraiment importante. On ne mesure pas sur un plan les perspectives. Enfin, une fois terminé, ça sera un très, très beau bâtiment. Et avec le même concepteur que, je dirais, le centre de loisirs. Madame Franquet. Moi, je fais partie de la commission scolaire et j'avais demandé à Madame Mounier à plusieurs reprises justement d'avoir accès aux plans et
qu'on nous présente le projet. Et d'ailleurs, je regrette que la commission scolaire se réunisse très peu. Donc, on a peu l'occasion d'échanger et d'avoir ce genre d'informations. Alors, bon, je crois qu'on n'a pas eu de réunion depuis 4 mois. Le conseil municipal recevra, je dirais, copie des plans s'il le faut. Et si on souhaite, Florence pourra nous faire une présentation au conseil municipal parce que je dirais il y a un très beau travail de fait. Mais pas de problème, vous recevrez les plans et l'information. De même, je demanderai à M. Lee d'organiser une visite de chantier. Bon, les dalles ne sont pas encore en place. Hein. On voit juste la structure, mais la structure est impressionnante. J'ai demandé à ce que des photos soient prises tout au long du chantier pour voir l'évolution. C'est toujours très beau à voir. D'autres remarques? Y a-t-il des oppositions à ce changement de prestataire? Des oppositions, des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. On va passer aux questions diverses. J'ai reçu de vos parts un certain nombre de questions orales. Monsieur Rigaud. Oui, bon, on est en période de fin d'année scolaire, et puis c'était en cette période-là, effectivement, qu'on avait reçu aussi l'agrément pour le conservatoire. Donc l'agrément arrive à échéance dans quasiment 1 an, jour pour jour, à 1 mois près. Et j'aimerais savoir en fait où en sont les travaux par rapport au dépôt du dossier et aux corrections qui étaient encore à faire. Alors bon, je précise qu'un groupe de travail a été constitué. Bon, il se compose du personnel du conservatoire, des élus. Madame Franquet fait partie de ce groupe de travail. Il y a une réunion au printemps. Une prochaine réunion a lieu le 12 juillet à 16h30. Et il sera suivi au mois de septembre et octobre de 2 autres réunions. L'échéance pour nous est renouvelée, c'est au premier trimestre 2017. Donc, j'ai posé des questions. Hein. Cet agrément amène le groupe de travail à œuvrer sur différents aspects. Bon, déjà actualiser les données pour le conservatoire, présenter les projets concertés avec la municipalité et le conservatoire. On doit revoir notre règlement intérieur, tout en se fondant sur le projet d'établissement actuel, parce qu'on ne va pas refaire le monde, bien entendu. Voilà un peu la ligne de travail qui a été faite en collaboration avec M. Tavernier, et j'imagine que le groupe de travail va nous aussi nous donner un certain nombre de directives. M. Rigaud. Est-ce que vous envisagez une présentation au premier trimestre de l'année prochaine au CM, soit d'un projet d'établissement revu, soit évidemment, comme vous le mentionnez, d'un... Moi, j'imagine qu'avant la fin de l'année, il y a les dernières réunions au mois d'octobre. J'imagine qu'au mois de novembre, on a un projet qui soit élaboré, parce que si on est au premier trimestre 2017, il faut qu'au mois de novembre, ça soit réalisé et voté par le Conseil. Madame Franquet. Oui, je voulais savoir où en était le projet de centre technique municipal, parce que c'était un de vos points principaux de votre programme électoral. Donc, avez-vous décidé finalement du choix de l'implantation? Que pensez-vous faire du terrain actuel et de tout le terrain qui est derrière le conservatoire? Et avez-vous un planning? Alors, on en a parlé ce matin et je viens d'avoir la réponse. Donc, le terrain a été acheté aujourd'hui par la SPL, le terrain Osset. Voilà. Le terrain Osset a été acheté par la SPL aujourd'hui. Donc, ça nous permet de rentrer en matière. Il faut rappeler qu'il y a eu, hélas, un décès du propriétaire du terrain Osset et on a pu, aujourd'hui, j'ai eu la réponse tout à l'heure, valider l'achat par la SPL de ce terrain. La SPL s'est engagée à nous recéder le terrain pour y construire le prochain centre technique municipal dans ce lieu, parce qu'il n'y a pas d'autres terrains disponibles, avec une superficie qui correspond à nos attentes. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas notre projet principal, construire un CTM, c'est un projet communal. Il y a d'autres projets dans la ville et croyez-moi, le centre technique, les agents l'attendent depuis plusieurs mandats. Donc c'est important pour nous et pour vous, j'imagine. Donc on va rentrer très rapidement en discussion avec la SPL. Pourquoi? Parce que vous le savez, la ville a des terrains dans la SPL et on va trouver un moyen d'entente. Et cela va aller assez rapidement. De là, on va engager le processus d'études pour élaborer un centre technique qui
correspond, je dirais, aux enjeux d'une ville qui grandit. Alors sur la zone, je dirais, du centre technique actuel, bien entendu, on va la valoriser. On va regarder, en tenant compte, je dirais, de l'aménagement du quartier. C'est un terrain qui est au centre-ville, qui est proche de tout. Donc, pour la ville, on ne va pas céder ça à pour rien. Bien entendu, en pensant au conservatoire, en pensant aussi au quartier. Tout ça, ça va se réfléchir. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Il fallait d'abord pouvoir construire ce nouveau centre technique. Voilà un petit peu où on en est. Je pense que, comme vous, on a intérêt à ce que ce quartier fonctionne. Mais ce terrain qui approche pas loin de 3500 mètres à peu près, même un peu plus, est vraiment intéressant pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, on va essayer de le valoriser dans l'intérêt des finances communales. En tenant compte aussi du logement social, etc. Monsieur Mélan. Oui, je crois que pour la clarté des choses, il faut rappeler qu'il y a une partie du terrain Haussay qui a été acquis lors de la précédente mandature et qu'il s'agit là de l'acquisition du complément du terrain Haussay. Alors oui, peut-être. Parce que moi, ce matin, c'est ma faute parce qu'on a tellement l'habitude. Il faut rappeler qu'on a 9000 mètres, un peu plus de 9000 mètres qui sont propriété de la commune, mais qui sont dans la ZAC, il faut le rappeler. Et je souhaitais aussi acquérir un peu plus de terrain pour permettre un vrai fonctionnement d'un centre technique. Au vu des enjeux, il y a on a dit les jardins familiaux, tout est à repenser. Oui, c'est important, oui. Il y a un peu plus de 3 hectares qui sont en jeu dans cette affaire. Une grande partie doit être conservée en terrain naturel, au vu de la présence d'un papillon, donc ça sera maintenu. Il y a des faits de chemins piétonniers à créer. Il y a aussi le ruisseau avec la bande de préservation. Tout ça, ça doit être un des enjeux. Et on va rentrer très très rapidement en discussion avec, je dirais, la SPL pour lancer ce projet. Voilà, bon, on va souhaiter ensemble, et au fur et à mesure, je dirais, les services vont travailler sur une étude et des besoins, sachant que Ferney-Voltaire n'est pas une commune rurale. On a peu de haies, on a peu de choses. De plus en plus, c'est une ville et les besoins. On a réfléchi aussi, M. Kessler n'est pas là, mais avec les communes environnantes, on n'a pas besoin de 4 tracteurs, par exemple, pour une épareuse, un certain de choses. On peut très bien travailler en mutualisant avec les communes environnantes. Par contre, on a des besoins spécifiques à une commune urbaine, en partie du stockage, etc. Et je pense que tout ça sera élaboré par l'étude des services techniques. Voilà la réponse que je peux vous donner. On se réjouit que vous soyez revenu à l'emplacement initial parce que, franchement, le centre technique municipal derrière le Novotel, ça nous semblait pas du tout une bonne idée. Dans un lieu aussi excentré. Madame Franquet, est-ce que je peux oui, Madame Franquet, on a l'habitude avec vous des questions rallonges. S'il vous plaît. Attendez, Madame, je peux vous répondre aussi. Vos questions toujours qui sont piquantes. J'ai cherché des moyens pour placer ce centre technique. C'était pas contre vous, c'était pas contre le terrain Haussay. Je trouvais que le terrain Haussay était trop petit. Là, on a trouvé une solution avec la SPL. Tant mieux, mais je me réjouis de ça. Mais j'ai cherché des terrains qui pouvaient accueillir un centre technique. Alors de le mettre là ou là, c'était un choix technique. C'était pas un choix politique en disant je fais contre ce qui a été fait avant. Ne cherchez pas ça. Voilà. J'ai une question de compréhension. Je ne comprends pas ce que la SPL a acheté le terrain communal. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Mais, Madame Franquet, vous étiez aux manettes pendant 6 ans. La SPL est propriétaire à un droit d'acquisition. C'est pas la commune de Ferney. Je pose une question, répondez calmement. Je sais pas, vous avez fait quoi pendant 6 ans? Je me pose des questions. Je ne comprends pas la vous comprenez pas. Non, mais la réponse n'est pas admissible, monsieur. Non, si, parce que j'en ai assez. Vous avez cédé à la SPL tous les droits, et d'un seul coup, on me dit qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'une grande partie, excusez-moi, une grande partie de l'Assemblée aimerait aussi avoir un plan, encore une fois, et comprendre exactement quelle a été la tractation avec la SPL. Excusez-moi, ça n'est pas clair. Attendez, c'est pas clair. Non. Vous êtes toujours surprenante, Madame Franquet. S'il vous plaît. Vous coupez la parole, ensuite vous refusez d'expliquer. C'est quand même incroyable.
Juste sur la demande de plan, c'est une question orale que vous venez de poser. C'est normal qu'on n'ait pas de note de synthèse avec des plans. Ou alors, vous venez de demander un plan. Alors, vous venez de demander. Je dis Madame Franquet, simplement, Madame Franquet, vous avez posé une question sur l'acquisition. Je vous dis simplement que la SPL, c'est elle qui a les droits d'achat sur cette zone, sur la ZAC. C'est vous qui lui avez accordé, c'est vous qui avez voté ce système. Vous m'interpellez là-dessus. Je pense que vous étiez au courant. Alors, si vous n'êtes pas au courant, c'est une question. voilà, je vous dis simplement, c'est la SPL et je dois rentrer en matière avec la SPL pour trouver une solution, tout simplement. C'est vous qui l'avez voté, c'est vous qui l'avez décidé. Ça n'est pas une critique, c'est une question pour que l'ensemble des gens et du public et des journalistes comprennent de quoi on parle. Je pense que mon conseil, en tout cas ma majorité l'a compris depuis très longtemps. Très bien. Monsieur Mélan. Alors, comme vous êtes habitué aux questions à tiroir, ça va être une question à tiroir, évidemment. Oui. Je vais commencer par une explication d'abord. Le 24 juin 2016, à Natage, s'est tenue une réunion d'élus qui concerne la centrale nucléaire de Bugey. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient présentes. Je vais faire un rapide compte-rendu, très rapide. Donc, il était présent M. Rémi Pagani, qui est vice-maire de Genève, Michel Rivasi, qui est député européenne, M. Roland Desbordes, qui est président de la CRIRAD, M. Rachel Mazuir, sénateur de l'Ain, M. André Philippon, qui est ancien vice-président de l'Ain. Donc, il a été question de savoir ce qui en était de cette centrale nucléaire, dans quelle situation elle se trouvait aujourd'hui, et un peu aussi les raisons pour lesquelles la ville de Genève avait porté plainte contre l'État français pour la mise en danger des populations. Alors, ils nous ont rappelé un certain nombre de fonctionnements des systèmes de sécurité autour des centrales nucléaires, notamment le comité local d'information, qui regroupe des élus, des associations de protection de l'environnement, d'organismes syndicaux, de personnes qualifiées, donc des consultants, dont l'ASN et l'EDF, donc l'association de sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire et l'EDF. Donc, font partie de cette CLI des communes. En fait, c'est un périmètre qui est 10 km autour de la centrale, mais comme par hasard, Genève, qui est à 70 km, en fait partie. Si, bien sûr. Oui, mais je vous assure que Genève en fait partie. Le canton, pas Genève. Oui, mais non, la ville de Genève. Non, on a regardé. Non, c'est la ville de Genève qui en fait partie. Enfin bref. De toute façon, c'est quelque chose de très bizarre, et d'autant plus que la ville de Lyon, qui est beaucoup plus proche, elle ne fait pas partie justement de la commission. Alors, il y a un certain nombre de discussions qui ont eu lieu là autour de tout ça, et la question principale qui était posée par Madame le maire de Natage, qui est Madame Claude Comet, était de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de problème. Parce qu'il s'est avéré, et on a vu dans la presse passablement ces temps, que la centrale de Bugey risquait d'avoir une prolongation d'exploitation de 10 ans, alors que c'est la centrale qui a le plus de problèmes, certes, des incidents, des anomalies et des incidents pour le moment, mais il y a quand même 7 niveaux de degrés de sécurité sur les centrales nucléaires, et beaucoup de gens se posent des problèmes au sujet de la prolongation de l'activité sur ce réacteur. Alors, d'autant plus que récemment, la centrale a été mise en cause sur les générateurs de vapeur, et que les solutions qui ont été proposées pour essayer de régler ce problème-là sont des solutions jugées par les techniciens dangereuses, voire absurdes. Donc l'EDF a décidé également de mettre un projet de stockage à l'air libre de produits radioactifs, faiblement radioactifs, mais radioactifs, en attendant leur enfouissement. La question maintenant, c'est il y a un plan Orsec-RAD qui existe autour de toutes les centrales nucléaires, et nous, on fait partie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la distance qu'on est suffisamment faible pour être dans ce périmètre-là. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce que vous envisagez de mettre en place un plan de protection et d'information de la population. Je rappellerai que dans les cas de Tchernobyl et de Fukushima, non mais je vous écoute, sérieux, monsieur Mélan, avec plaisir. Dans ces deux cas, les défaillances sont intervenues essentiellement au niveau de la chaîne de décision.
par manque d'informations, par manque de procédures différenciées et adaptées, et aussi par manque de courage politique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'associer aux démarches qui vont être entreprises pour essayer de régler ce problème dans le périmètre de la centrale? Alors moi je vais vous répondre aussi techniquement, même si parfois les nuages s'arrêtent aux frontières, mais là on va essayer de parler un peu vous m'interrogez, votre question c'est comment la commune entend assumer ses responsabilités en cas d'accident nucléaire, donc sur une échelle de 7. Nous avons en stock 10 000 pastilles d'iode. Je répète qu'il n'y a pas de date de péremption sur ces pastilles. Alors, c'est selon la préfecture, on nous dit qu'elles sont encore valables. De nouvelles pastilles sont en cours d'acheminement via les services de la préfecture. Donc déjà, on en stocke ça, mais les nouvelles, le renouvellement va se faire. Alors, elles sont stockées dans un lieu, je dirais, tenu secret. Pour la préfecture, elles seront acheminées par commune, et la préfecture nous dit qu'il y a des communes pilotes, donc les autres, ça m'inquiète un peu, parce que elles sont au nombre de 20 dans le département, connues uniquement par le préfet à ce jour. Seules les communes étant dans la zone PPI, c'est-à-dire la zone des 10 km, et là on a un rayon d'action, nous ne sommes pas dedans, auront à l'avenir de nouvelles pastilles à demeure pour tous les citoyens. Alors, il faut bien préciser, qu'il convient de préciser, c'est la préfecture qui décide en cas d'accident nucléaire toutes les décisions et surtout le type d'incident ou d'accident. À l'échelle communale, concernant les méthodes de distribution, ce sont nos véhicules de police municipale qui se déplaceront en ville, munis de sirènes ou pour annoncer le lieu ou les lieux de distribution. Alors, il faut rappeler que s'il y a beaucoup de vent, il faudra faire très vite. Toutes ces actions sont assurées en concertation avec les pompiers et la gendarmerie. Notre commune, et c'est grâce à vous, un document a été élaboré, c'est le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, qui sera certainement mis en ligne très rapidement. C'est un document que vous avez élaboré à l'époque, qui indique les procédures. Donc ça sera certainement mis en ligne. Ça indique aux citoyens les risques naturels et technologiques. Alors, c'est un document qui indique les consignes de sécurité majeures en cas d'alerte ou en cas d'évacuation ou en fin d'alerte. On rajoute que la CCPG a mis en place un schéma de mutualisation et un groupe de travail archives et prévention des risques qui vient de se constituer et qui va permettre d'améliorer au niveau du territoire gessien des outils d'information et de gestion des risques. Alors, il y a un lien qui sera mis en place concernant un plan national où toutes les informations sur le site de la commune, donc à votre demande, on le fera. Voilà un petit peu toutes les informations qui sont en ma possession pour l'instant pour dire qu'à Ferney-Voltaire, nous sommes en possession d'un certain nombre de pastilles d'iode. C'est toujours difficile à élaborer. On voit en cas d'incident l'information à la population, ça dépend à quelle heure ça se passe, etc. C'est assez complexe. Mais on mettra en place une information auprès des citoyens et on tiendra aussi ces pastilles d'iode à disposition, quitte à élaborer avec les services de police, de gendarmerie, une méthode. Mais j'en conviens, ce n'est pas facile. Sur le reste, faut rappeler que j'ai eu la chance de pouvoir travailler un certain temps sur les rayonnements ionisants. J'en connais les risques et les conséquences sur nos populations. Les centrales du budget sont des vieilles centrales. Elles devront être démontées. Je ne sais pas comment. On sera aussi vigilant sur le stockage parce qu'on ne fera pas n'importe quoi. Ça va avoir un coût faramineux, on le sait aussi.
Au-delà, ce sont les risques qui sont généraux en France dus à l'énergie nucléaire. Mais c'est 75% de notre énergie, pour l'instant, qui est fournie par les centrales nucléaires. Et nous en avons grand besoin. Donc ce changement, cette mutation, elle va se faire. C'est prévu à terme. Je suis conscient de l'inquiétude des communes avoisinantes. Mais tout ça, c'est élaboré avec l'État, les services de l'État. Je m'inscris avec les autorités dans ce sens. Mais je prendrai toutes les précautions au niveau du préfet et j'informerai la population par l'intermédiaire de nos médias, des services en ligne, etc., pour informer de tout ce qui peut se passer. Et le document d'ICRIM, peut-être il sera peut-être réactualisé, s'il est souhaitable de le faire, sera aussi mis en ligne. Donc c'est un travail que vous avez fait en 2012. Voilà. Donc on ne va pas inventer des choses qui ont été bien faites. Il y a d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que le risque nucléaire, des risques sismiques, il y a plein de risques. Là aussi, il y a un travail pour des villes comme la nôtre à élaborer. L'arrivée, je le souhaite, d'un nouveau centre technique nous permettra d'avoir des locaux adaptés pour mettre en place de la vraie sécurité, ce que font nos amis suisses depuis très longtemps. D'autres questions, Monsieur Mellon? Oui, moi j'aimerais souligner quelque chose qui a été dit lors de cette rencontre, et c'est pour ça que je regrette que les élus n'y soient pas plus nombreux, parce que c'est quelque chose de très intéressant, et c'était à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas tombé sur des explications scientifiques, non, c'était vraiment du quotidien, et il a été fait remarque qu'en général, quand il y avait un problème de ce genre-là, sur Tchernobyl ou Fukushima par exemple, eh bien, on demande aux populations le confinement et on les prévient par voie de haut-parleur. Donc il y a un certain problème à regarder. Donc on voit qu'il y a des dysfonctionnements, que ce n'est pas du tout adapté et qu'il faut prendre des dispositions peut-être différentes pour informer la population et qu'elle sache où trouver les informations. Donc ça, c'est quelque chose qui à mon avis, est quelque chose d'important. Pour connaître budget, parce que je le connais bien. On doit se servir quand même des expériences, parce qu'on a deux expériences. Le risque majeur, il s'appelle le Rhône. Parce que le Rhône, il sert de refroidisseur pour la centrale, mais il est aussi un vecteur, je dirais, de rejet. Et le grand risque pour nos populations, c'est de voir polluer ce grand fleuve. Au-delà moi je ne souhaite pas... on connaît la qualité aussi de nos installations et des hommes, parce que à EDF et RDF, on a aussi des gens responsables sur les installations. Le problème majeur, c'est, comme vous le dites, c'est une explosion et c'est des vents portants qui pourraient, je dirais, contaminer un territoire énorme, très, très urbain, que ce soit Lyon ou Genève. Ça serait une vraie catastrophe et des territoires perdus à jamais. Donc je suis conscient de tout ça, M. Mellon. Mais pour autant, voilà, j'ai dit simplement pour la commune, voilà ce que le préfet me répond, voilà la mise en place pour informer la population en cas d'un accident majeur. Le restant, la plainte de Genève, c'est un sujet international et qui est assez lourd. Je dirais que la France, là-dedans, va se défendre. Dernière remarque qui concerne le démantèlement des centrales. Le Crémaville est en cours de démantèlement et ça n'est toujours pas terminé. C'est une région de faramineux. Et d'autre part, les coûts de ce démantèlement sont gigantesques et ne sont pas financés. C'est pour ça qu'on va avoir des augmentations. On va avoir des augmentations, je dirais aussi très importantes du coût de l'énergie. C'est pour ça que quand vous parlez d'EDF, moi je mets un bémol sur le fonctionnement d'EDF et la transparence d'EDF. Vous savez, quand on parle de piles électriques, si on parle d'énergie, on déplace des montagnes, des tonnes et des tonnes de terre pour avoir un bout de lithium. Je pense que le bilan carbone n'est pas toujours terrible non plus. Faisons bien attention à ces fameuses énergies nouvelles. Je dirais que l'éolien, l'hydraulique a des conséquences aussi sur la nature. Il y a un tas de choses. Nous sommes dans une période de mutation qui va prendre un certain temps. Le nucléaire présente des avantages, mais des gros risques. Donc c'est la sobriété qui peut nous sauver. La sobriété. Mais pour autant, l'énergie, on en a besoin pour faire tourner notre économie. J'ai vu tout à l'heure, j'écoutais que les centrales à charbon anglaises ou allemandes nous polluaient fortement aussi.
Très bien. Madame Franquet, vous m'interrogez Oui, sur... une dernière question pour Monsieur Lee. Je voulais savoir si vous aviez l'intention de refaire les peintures au sol qui sont à beaucoup d'endroits invisibles, et en particulier tout ce qui concerne les cyclistes. C'est moi qui vais vous répondre. Je ne sais pas, vos adjoints peut-être peuvent parler aussi. Mais c'est moi qui décide, Et Madame Franquet. il y a les sas vélos au Carrefour ne sont pratiquement plus visibles. Les contresens, par exemple, rue de Mérin, à la sortie du Châtelat, il y avait des signaux indiquant que les cyclistes arrivaient à contresens, c'est pratiquement plus visible. Donc voilà, quand est-ce que vous avez l'intention de refaire la peinture? On va vous répondre. L'entreprise Proximap doit commencer ses travaux la deuxième quinzaine de juillet. Vous avez vu comme nous que la météo d'avril et de mai était exécrable. Nous n'avons pas pu, officier. Donc ces travaux vont commencer avec, tous ces marquages au sol. Et je l'annonce aussi, de nouvelles zones bleues, en particulier rue de Genève jusqu'à Buffalo. Avec une extension des zones bleues dans la ville. Mais ces marquages vont être repris avec du retard dû au mauvais temps. Très bien. On a fini les questions. Je vais donner la parole à Christophe Paillard. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les citoyens, messieurs les journalistes, contrairement à toutes les règles de l'art rhétorique, je commencerai mon discours, qui sera bref, rassurez-vous, en ouvrant une parenthèse pour saluer la performance exceptionnelle d'une des candidates du lycée de Ferney-Voltaire, devenue major de l'Académie au baccalauréat, à l'édition 2016 du baccalauréat, avec une moyenne de 20,84. Il s'agit d'Estelle Delamarre et sa meilleure amie, qui était également mon élève, n'a obtenu la pauvre que 19,82. Ce qui est tout à fait... 92, ce qui est tout à fait honteux par rapport à cette candidate. Et apparemment, il y a eu un dysfonctionnement dans une des académies, l'académie de Bordeaux, mais il semblerait que ce soit le record national. Et lors de mes missions du baccalauréat ce mois, j'ai pu constater à plusieurs reprises que la Cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire avait une réputation d'excellence, de performance et de réussite qui est tout à fait méritée. Après cette entorse faite aux règles de la rhétorique, je ferme la parenthèse et conformément à l'invitation de Daniel Raffos, je dois vous faire part d'une décision. J'ai adressé aujourd'hui même, conformément aux dispositions de l'article 2122 alinéa 15 du Code général des collectivités territoriales, une lettre de démission de mes fonctions d'adjoint au préfet du département de l'Ain. Alors, il convient de préciser trois choses. Tout d'abord, cette décision a été prise en plein accord avec le maire. Deuxièmement, cette décision ne prendra effet qu'au début du mois de septembre. Il s'agit de continuer à assurer la continuité des services, bien évidemment, et nous avons le temps de nous retourner. Troisièmement, cette décision n'affecte que mes fonctions de maire adjoint depuis 2014 et non celle de conseiller municipal. Je continuerai à siéger au sein de cette auguste assemblée. Alors, il n'est pas besoin juridiquement ou légalement de motiver cette décision, mais politiquement et surtout moralement, il convient d'en dire quelques mots. Alors, tout d'abord, je dresserai un très bref bilan de ma très modeste action à la tête de la culture et du tourisme à Ferney-Voltaire. Je crois qu'une des principales réussites a été accomplie le 25 juin dernier avec cette magnifique édition de la Fête à Voltaire qui a séduit tous les publics, et je tiens à remercier M. François Mélan d'avoir signalé que c'était une réussite, même si certaines choses restaient encore à régler. Je tiens aussi à dire que mon bilan, il y a quelque chose qui restera, c'est la programmation pluriannuelle de la saison Voltaire. Il faut donner du temps aux acteurs culturels
de s'inscrire dans le cadre programmatique de la saison Voltaire pour pouvoir adapter leurs actions, leurs manifestations, leurs événements en conséquence. Et nous avons eu cette année Place au jeu, nous aurons l'année prochaine les Orientales et nous aurons l'année suivante Qu'attendons-nous pour être heureux? Ce sont des thèmes assez consensuels, aisés à décliner, au dire même des acteurs culturels. Je suis ensuite particulièrement fier d'avoir intégré dans la saison Voltaire un nouveau genre qui avait jusqu'alors été délaissé, le genre cinématographique. La saison Voltaire n'est plus désormais qu'affaire de théâtre, de musique ou de littérature, elle est aussi quelque chose en rapport avec le 7e art, ce grand art qui est l'art universel de notre époque. Alors, par ailleurs, je tiens à dire que, pour en venir aux motivations de ce choix, de cette démission, qu'en aucun cas cette démission ne vaut désaveu de la politique conduite par le maire, ni d'ailleurs désolidarisation avec son action. Je reste tout à fait attaché à son bilan, espérant qu'il portera ses fruits au terme du mandat. Je crois que l'action conduite aujourd'hui a été fructueuse et puisse-t-elle continuer à l'être. Par ailleurs, je tiens à dire que cette décision de démissionner répond essentiellement à des raisons de convenance personnelle. Je suis dans Ferney-Voltaire, il y a Ferney, certes, les affaires d'intendance, de SIEA, de remplacement des poteaux incendies qui sont essentiels au bien-être de nos concitoyens. Mais dans Ferney-Voltaire, il y a également Voltaire et le temps consacré à... dans Ferney-Voltaire, il y a également Voltaire et dans le temps que je consacre à Ferney n'est pas un temps que je peux, hélas, consacrer à Voltaire. Je suis, après tout, éditeur des œuvres complètes de Voltaire qui ont pris un peu de retard, spécialiste de Vanière, membre du Conseil scientifique des œuvres complètes de Voltaire en cours de publication à Oxford, chercheur attaché à la bibliothèque Voltaire de la Bibliothèque nationale de Russie, proche de l'Institut et Musée Voltaire, membre du bureau administratif de la Société des études voltairiennes en Sorbonne, et tout ceci fait trop de responsabilités pour que je puisse les concilier simultanément. Et je crois mieux servir Ferney-Voltaire en consacrant plus de temps à Voltaire. Raison de convenance personnelle, il y a aussi les enfants, j'aime les femmes, j'aime Voltaire, et c'était un lapsus calculé. Voltaire n'était pas un grand amant. Par ailleurs, il y a des raisons partiellement politiques, mais je crois que deux d'entre nous, au sein de la commission culture, ont demandé il y a quelques mois ma démission et je suis trop heureux de les obliger. Mais par ailleurs, il y a un événement absolument inquiétant, c'est le fait que, en raison de la loi NOTRe, la compétence tourisme, et dans notre délégation de 2014, je suis censé être responsable du tourisme, le tourisme passe sous l'égide de la communauté de communes du Pays Gex, de sorte qu'il sera beaucoup plus difficile d'exercer ses fonctions. Alors, en résumé, je tiens à exprimer le plaisir que j'ai eu à collaborer avec cette équipe. Les longues sessions d'exécutif ont été intéressantes et passionnantes, mais je reviens à mes chers amours. Voltaire, Voltaire, et je ne suis pas mécontent de retrouver quelque peu ma liberté, parce que je crois qu'il n'y a de liberté que dans la recherche véritablement, plus que dans le pouvoir. Et j'en reviens à Voltaire, sans quitter Ferney. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre confiance et vous prie d'agréer mes meilleures salutations. Écoute, je ne veux pas rajouter quelque chose. Moi, tu connais mes sentiments. Je te remercie pour le travail que tu as effectué et que tu vas encore faire pour nous et avec nous. Bon vent dans tes nouvelles amours.
Et que, je dirais, ne t'enrhume pas trop en Russie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Reste couvert. Merci à toi. Merci. Très bien. Il y a des décisions du maire qui vous sont données avec, je dirais, l'ordre du jour. Le 14 juillet, bien entendu, vous êtes tous invités sur le parc de la Tire. Le cinéma en plein air, c'est le 8 juillet, ce vendredi. Je ne sais pas quel temps il va faire. Le Petit Prince, normalement, il doit faire beau. Et le prochain conseil municipal, c'est le 6 septembre. Et passez tous, je pense, d'agréables vacances d'été et plein de bonnes choses pour vous tous. À bientôt. Et le verre de l'amitié vous est offert.